présidents des groupes et des non-inscrits, ici présents en plénière. Merci, Monsieur le Président. Appel de président des groupes et des non-inscrits. RDP. URD. GPR. Démocrate. MPS. UNDR. Non inscrit. Biou Babamedala. Boumra Robert. Nassar Djimti Mordim Garti. Madame Doubanadi Taram. Garleji Yorongar. Tombi Getna Kami. Yompombe Majitolum Théophile. L'appel nominal de Monsieur le Président des groupes parlementaires et des non-inscrits, le résultat est le suivant. 154 présents, absents 6,
Le quorum étant largement dépassé, l'Assemblée nationale peut valablement délibérer. Mesdames et messieurs les députés, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, nous allons commencer cette séance par un incident qui vient de se produire ce matin au niveau de notre portail à l'entrée. Je voudrais rappeler aux uns aux autres les dispositions de notre règlement intérieur. L'article 3, alinéa 4 dit ceci: le siège de l'Assemblée nationale est inviolable. Quand je dis ceci, c'est valable pour tout le monde. Qu'il s'agisse des forces de l'ordre, qu'il s'agisse des membres du gouvernement, qu'il s'agisse de n'importe quelle personne qui veut s'introduire ici à l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale a mis en place un certain nombre de règles dans le cadre du Covid-19, c'est avec la décision d'ailleurs du gouvernement. Et donc, l'Assemblée nationale, à travers son comité de veille, a mis en place un certain nombre de dispositifs pour se laver les mains, pour les mesures barrières qu'il faut respecter afin de nous éviter la pandémie que nous connaissons en ce moment. Il est vrai que les membres du gouvernement sont souvent réticents lorsqu'ils viennent ici à vouloir s'arrêter, se laver les mains. Mais ceci, malgré tout ce qui s'est passé à plusieurs reprises, j'ai rappelé à l'ordre tout le monde. C'est une décision du comité de veille et nous, en tant que tel, nous le supportons, nous respectons cette décision. Ce matin, malheureusement, il y a eu un incident où le ministre en charge de la Défense nationale est arrivé et lorsqu'il a passé la barrière, il se trouvait que certains de nos éléments ont été violentés. C'est ce que j'ai appris. Hein. Je n'ai pas eu encore de rapport. Et donc, par rapport à cet incident, les présidents des groupes se sont retrouvés, comme tout à l'heure, ils étaient en train d'échanger. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé à ce qu'on puisse se rencontrer. Nous nous sommes rencontrés. Et l'incident étant déjà là, le siège de l'Assemblée étant inviolable, je pense qu'il faudrait qu'on comprenne pourquoi cela s'est passé et qu'est-ce que le ministre de la Défense peut nous dire par rapport à cet incident. Parce que je crois que c'est un fait qui paraît anodin, mais qui peut avoir beaucoup de conséquences. Donc, monsieur le ministre, essayez de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cet incident. Et nous attendons quand même de vous, en tout cas quelque chose de tout à fait normal pour que les députés que nous sommes comprenions ce qui s'est passé. Les agents qui sont devant la porte, ce sont les agents de l'Assemblée nationale, même si ce sont les agents d'abord de l'exécutif, de l'État, mais ils sont envoyés ici pour exploitation. Et donc ils dépendent entièrement de l'Assemblée nationale. Dès lors que vous les violentez, c'est comme si vous violentez l'Assemblée nationale. Et ça, ce n'est pas normal. Donc je voudrais vous demander de nous expliquer un peu ce qui s'est passé et de manière à nous permettre de continuer. Oui, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président de l'Assemblée.
messieurs les députés. Donc, comme vous l'avez si bien dit, vous n'avez pas encore le rapport, vous le dites que vous n'avez pas encore eu le rapport de ce qui s'est passé. Donc, je voudrais préciser qu'ici, il n'y a pas une violation, parce que l'incident s'est produit après qu'on est entré et je me suis rendu compte qu'il y a un problème survenu entre les éléments, mes gardes du corps et les éléments, et je me suis descendu personnellement pour rappeler à l'ordre. Le détail, moi-même, je n'ai pas tout ce que je sais quand on est arrivé à la porte. Je vous ai appelé, vous, personnellement, parce que je ne refuse pas, c'est pas la première fois que je reviens, depuis que on a mis cette structure sanitaire qui protège, en fait, qui nous protège, nous tous. Donc, il n'y a pas une raison où nous allons, éviter. D'ailleurs, moi, qui est membre du comité de veille, j'ai bien voulu que ces échanges auraient dû à ma présence, parce que quand je suis arrivé, c'est vrai, je voyais le président du groupe debout, et je ne savais pas qu'il s'agissait de cet incident. C'est pas quelque chose à cacher, et c'est pas quelque chose aussi de ma responsabilité, moi. Donc, je voudrais préciser que par rapport à ce que vous avez rappelé, en fait, les textes, il n'y a pas eu, donc je vous demande, il n'y a pas eu une violation, c'est-à-dire par porte, où on a offensé les sécurités qui sont à la porte. D'ailleurs, c'est nous qu'on a mis en place pour la sécurité de l'Assemblée. Il n'y a pas une raison où nous allons les violenter. Il s'agit d'un seul agent, je pense que qui a touché son arme, ce que j'ai vu, d'ailleurs l'arme est déjà avec nous, qui a touché son arme, et ça, je pense que les gardes-corps l'ont pris. Ils ont pris l'arme et je me suis intervenu personnellement et j'ai appelé les services concernés pour qu'ils regardent ça. Et les agents, les concernés ainsi que les gardes du corps. Donc il n'y a pas de problème de l'Assemblée en fait. Donc, je ne sais pas si je suis compris et malheureusement c'est arrivé et c'est regrettable. Bien, nous c'est regrettable, mais je pense que vos éléments sont sous vos ordres. Et dès lors que vous avez des éléments qui sont sous vos ordres, vous devez les discipliner. Cette discipline est nécessaire pour tout le monde, pour eux-mêmes, pour nous-mêmes et tout le monde. Et je pense que l'Assemblée nationale a droit à des excuses claires et nettes. Je ne pense pas qu'on puisse venir violenter nos éléments ici, même si ce sont vos éléments. Ils sont du ministère de la Défense, mais ce sont nos éléments d'abord parce qu'ils nous protègent. Nous avons droit à des excuses claires et nettes sur cet incident qui s'est passé. C'est vrai. Vous êtes très opérationnel sur le terrain, mais ici, ça c'est un terrain différent. Donc, nous avons besoin des excuses claires et nettes de votre ministère pour que nous puissions continuer à travailler dans les meilleures conditions, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, moi, ça me coûte absolument rien, ça me fait plaisir même de présenter des excuses. Mais tout ce que je voudrais dire, la question dans ce capitaine, je n'ai pas compris, comme vous avez dit, vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé, vous n'avez pas encore eu le rapport, je vous donne en fait ce que moi j'ai vu. Maintenant, si vous pensez que, même ces éléments qui sont à la porte, s'ils font quelque chose, c'est moi qui présente ces excuses au nom de toute l'armée, en fait, comme je suis leur chef, ça me pose pas de problème. Je peux présenter même au nom du ministère des excuses. Ça me dit absolument rien. Mais tout ce que je n'ai pas compris, peut-être la question qui m'a été posée, je pensais que vous voulez savoir, comme vous n'étiez pas là, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et je cherche à donner des explications. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous avez donné des explications. Ça, tout le monde l'a suivi. Mais maintenant, entre donner des explications et quand on a fait une faute contre quelqu'un, on lui demande quand même des excuses si on estime que la faute a été commise de manière maladroite.
C'est la moindre des choses. C'est tout ce que je te dis. J'ai bien écouté ce que tu as dit, mais à la fin, entre amis ou bien entre collègues ou bien même entre citoyens, quand on a fait une faute et que ça ne va pas, on présente quand même ses excuses. Ou bien c'est pas ça? Monsieur le Président de l'Assemblée, Madame, Monsieur le député, je présente nos excuses pour tout ce qui s'est passé. Merci. Très bien. Alors, je vais vous répéter une chose, Monsieur le Ministre. Tout citoyen tchadien qui vient ici à l'Assemblée nationale doit respecter l'institution parce qu'elle représente le peuple tchadien. Même si les mesures que nous avons prises semblent un peu contraires à ce que vous avez l'habitude de connaître, c'est une institution qui a ses propres règles de fonctionnement. Je voudrais donc me tourner vers Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement. Madame la ministre, les principes, les règles au niveau de l'Assemblée nationale sont différentes des règles au niveau de l'exécutif. Ces règles que nous avons mises en place ici, c'est pour nous éviter un certain nombre de problèmes en interne, nous d'abord. Et donc, il faudra donc informer tous les membres du gouvernement. Tous ceux qui vont venir ici à l'Assemblée désormais. Le comité de veille, tant qu'il n'a pas dit un autre mot, tout le monde doit s'arrêter et se laver les mains dehors. Si vous nous violentez, ok, on saura ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas normal que vous-même vous preniez des décisions sur un certain nombre de choses et que pour un petit truc comme ça, c'est vous qui vous rebellez. C'est pas normal que les membres du gouvernement se rebellent contre l'Assemblée nationale pour des petits trucs qui se passent juste à l'extérieur. Oui, Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En tant que ministre chargé des relations avec l'Assemblée nationale, je vais à la suite du ministre de la Défense vous présenter également les excuses du gouvernement pour ces petits incidents cet incident qui s'est produit à la porte ce matin. Mais je voudrais également plaider auprès de vous et demander l'indulgence de votre cellule de veille par rapport au lavage de mains dans la rue. Parce que apparemment il n'y a vraiment aucune raison qui justifie cela. Entre la rue et l'intérieur, si jamais nous devons entrer à pied et que nous touchons à la porte et que les mains se salissent avant d'entrer, peut-être. Mais là, nous sommes dans la voiture, nous entrons, vraiment je demande l'indulgence de votre cellule de veille pour que le dispositif de lavage de mains soit mis dans l'enceinte, à l'intérieur. Et du moins, peut-être ou alors faire ces dispositifs-là spécialement peut-être pour les membres du gouvernement si de l'autre côté il y a une discipline du côté des députés, parce que vous dites que c'est à l'interne que vous avez fait ça. Donc du moins si vous pouvez avoir une indulgence pour les membres du gouvernement pour placer les systèmes de lavage de mains à l'intérieur de l'enceinte. Donc c'est une requête que je vous présente. Et en tout cas nous respectons beaucoup l'Assemblée et c'est vraiment la représentation nationale. Donc nous n'avons pas vraiment à violer les règles qui régissent nos relations. Merci. Bien, en attendant que les règles changent, en tout cas le respect intégral de ce qui s'est passé. Ok? Il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est moi qui gère l'affaire jusqu'à la fin. Donc en attendant que les règles changent, tout le monde se lave les mains dehors. Très bien. Maintenant, je continue la discussion, puisque l'ordre du jour n'est pas fini, on a d'autres sujets à traiter. Ce sujet-là, pour moi, il est clos. Monsieur le Président, tel que nous sommes en train d'évoluer,
ceux qui ne sont pas là n'ont pas compris de quoi il s'agit. Donc on a dit incident, le ministre a même dit incident mineur, ou bien c'est le ministre, je ne sais pas. De quel incident s'agit-il? Cela n'a pas été décrit. Ça fait quand même plus d'une heure que nous sommes là, on commence la séance avec plus d'une heure de retard, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de grave qui s'est produit, Monsieur le Président. Donc c'est pour ça qu'il faut, très rapidement, je vais le restituer, d'après tous les comptes rendus qu'on a eus. Le ministre a forcé, il a refusé de descendre, il a forcé. Notre barrière a été obligée d'être levée pour qu'il passe. Et il s'est arrêté, il est revenu à donner des instructions à sa sécurité pour brutaliser la nôtre. C'est ça l'incident qui est grave. Pourquoi on ne le dit pas? C'est pour ça que nous nous sommes émus. Nous avons dit qu'il faut respecter la République. Le respect de la République impose qu'on respecte notre institution, l'Assemblée nationale, qui est le deuxième pouvoir. Mais lorsque on dilue ça comme ça en disant oui, je m'excuse et puis c'est tout, non, on s'excuse pourquoi? Parce qu'il y a eu des faits graves qui ont été commis et sur lesquels l'opinion doit savoir que nous sommes intransigeants là-dessus. Et vous avez bien fait de rappeler l'article 3 de notre règlement intérieur qui dit que le siège de l'Assemblée nationale est inviolable, quelle que soit la personne qui entre à l'Assemblée nationale, il y a quand même des formalités à remplir. Et donc, voilà, résumé ce qui s'est passé, pour que l'opinion sache quelle est la nature exacte de l'incident qui a eu lieu ce matin, et pour lequel les députés que nous sommes ne sont pas d'accord. Il faut que les violations de l'Assemblée nationale cessent, par qui que ce soit, et en particulier par les membres du gouvernement. C'est tout, et vous avez bien fait de rappeler que c'est une règle qui est imposée à tout le monde. Vous-même, Monsieur le Président, vous arrivez devant l'Assemblée, vous descendez, vous lavez les mains, vous entrez. Donc tout le monde doit se soumettre à ça. Merci. Je pense qu'il faudra que l'incident... Moi, je pense que j'ai pris la chose en main, j'ai demandé au ministre, les deux membres du gouvernement se sont exprimés, l'explication du président Kebzabo est venue donner un peu plus d'éléments, je m'arrête là. Très bien. Et donc, cette question doit être intégralement traitée dans le compte-rendu de la séance plénière. Monsieur le Premier vice-président, avec tout le respect que je vous dois. Comment ça c'est? Comment? Je n'ai pas suivi ça. Moi, je n'ai pas vécu la scène là-bas. Mais il y a un de nos agents qui a été violent, m'a poursuivi. Président, qu'est-ce qui se passe? Mais si vous avez un problème, il y a une hiérarchie ici. Vous avez un directeur de la sécurité publique, vous avez un chef du détachement, référez-vous à lui. Donc ce n'est qu'après que j'ai demandé, et j'ai dit effectivement, pourquoi j'ai demandé que vous vous concertiez? Mais c'est un incident. Mais l'incident est à apprécier de la manière que vous avez commencé à faire. Mais la seule chose, Président, on ne peut pas solder ça en disant notre arme est déjà entre leurs mains et il s'en va avec, et l'agent qui est en service commandé ici va avoir les foudres de son chef militaire là-bas. Vous voyez? Non, il faut qu'on solde ça correctement, avec les excuses, et en même temps que nos agents ne se sentent pas ici en minorité, parce que c'est le ministre de la Défense. Ce n'est pas le président de l'Assemblée qui le commande. Vous voyez? Donc, il faut tirer au clair, et puis une fois que c'est soldé, on continue, Président. Mais pour moi, c'est soldé, hein. Si le ministre de la Défense veut maintenant continuer à violenter administrativement les agents qui sont envoyés ici pour exploitation, je vais m'opposer directement. Ça c'est évident. Donc pour moi, ce point-là,
Écoutez, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président du groupe parlementaire, je veux commencer la séance plénière. Quand on désarme nos agents ici, ça c'est pas quand même du rôle du ministre de la Défense, de notre sécurité. Ça c'est plus grave. Parce qu'il a dit tout à l'heure qu'il a l'arme ici avec lui. Mais ça c'est pas son rôle. Non, il doit remettre l'arme s'il a l'arme avec lui. Pourquoi? C'est notre arme à nous. C'est pas son arme à lui. Il doit remettre l'arme. Avec tout le respect que je vous dois, nous allons donc passer à l'examen, à l'ordre du jour d'aujourd'hui. C'est une question orale avec débat sur les difficultés liées à la délivrance des documents officiels tels que les passeports, les cartes d'identité et permis de conduire, adressés au ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre. Conformément donc à ce ordre du jour, je voudrais d'abord demander si le député Amatis Abadi est là. Très bien. Vous êtes là dans la salle. Monsieur le ministre, j'espère que vous avez eu le temps de vous préparer par rapport à cette question, parce qu'il y avait une seconde question aussi qu'on devrait vous envoyer, mais on a pensé que ce n'était pas nécessaire. Question orale avec débat relative à la délivrance des documents officiels tels passeport, carte nationale d'identité et permis de conduire. Je voudrais donc, avec votre permission, procéder à la lecture de la question orale. Conformément aux dispositions des articles 144 alinéa 6, 145 de la Constitution et 136 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je voudrais avoir des explications sur les difficultés liées à la délivrance des documents officiels. La délivrance des passeports, des cartes d'identité nationales, des permis de conduire ou autres, est un droit pour le citoyen et un devoir pour l'État. C'est un domaine régalien de l'État qui ne saurait être confié entièrement à une société privée sans contrôle ni suivi. Au regard des difficultés d'ordre organisationnel, structurel et financier, l'État avait confié ce secteur à une société privée pour son optimisation afin de la rendre disponible à la population. Compte tenu des critiques liées à la nature publique de ces actes au coût jugé exorbitant et qui échappent à l'État, le gouvernement a décidé de reprendre leur délivrance. Pour mieux organiser le service de la délivrance de ces actes, l'ANAT a été créée en 2016 par l'ordonnance numéro 001/PR/2016 du 29 mars 2016 portant création d'une agence nationale des titres sécurisés. Les objectifs de cette agence contenus dans son article 3 sont louables en ce qui répondent aux attentes de la population par ces innovations. 2 arrêtés ont été pris dans le cadre de cette ordonnance, montrant ainsi la volonté affichée du gouvernement à rompre avec les difficultés de gestion et d'organisation dans la délivrance des cartes nationales d'identité, des passeports et des permis de conduire. Il s'agit notamment des arrêtés numéro 938/PR/PM/2016 du 9 mars 2016 portant création de la cellule chargée de la mise en place d'un système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés, et numéro 1206/PR/PM/2016 du 27 avril 2016 portant nomination des membres de la cellule chargée de la mise en place d'un système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés signé par le Premier ministre. Malgré les dispositions prises par le gouvernement pour faciliter l'obtention de ces documents officiels, les citoyens sont toujours pénalisés du point de vue économique, administratif et social
faute d'entrer en possession des dits documents importants. C'est ainsi que certains cadres de l'État, bénéficiant de formations à l'extérieur, les perdent. Les étudiants ayant obtenu la bourse et ceux qui veulent sortir par leurs propres moyens sont bloqués et perdent l'année. Les hommes d'affaires ratent des opportunités. Les citoyens ordinaires ne peuvent pas accomplir certains actes comme souscrire des contrats ou faire des opérations bancaires. Ils voient ainsi la liberté d'aller et venir limitée. Monsieur le ministre, l'ANAT est créée il y a 3 ans pour pallier certains dysfonctionnements sur la gestion des documents officiels. 1. Quel est le changement apporté par cette agence? L'un des objectifs de l'ANAT est de remédier à la longue et complexe procédure dans la délivrance des documents officiels pour les rendre accessibles à la population. 2. Comment justifiez-vous que plus de 3 ans après la création de l'ANAT, la situation est pire que celle d'avant, malgré la technologie annoncée? La délivrance des documents officiels tels que le passeport, la carte nationale d'identité, le permis de conduire, manquait de fiabilité, de sécurité et de rigueur. Cet état de fait avait conduit les autorités des États-Unis d'Amérique à restreindre l'accès des Tchadiens ou des personnes détenant le passeport tchadien dans leur territoire. L'ANAT est créée pour mettre fin à ce doute sur la délivrance de ce document qui était supposé peu fiable au point de discréditer le Tchad. Curieusement, sur les ondes de la RFI, le 6 décembre dernier, on parlerait des individus de nationalité nigériane soupçonnés d'appartenir au groupe Boko Haram disposant des passeports tchadiens qui se retrouveraient dans le Darfour à la frontière Tchad-Soudan. 3. Confirmez-vous ces informations? Si oui, ces passeports ont-ils été délivrés avant l'ANAT ou par elle-même? Comment expliquer cette facilité pour les étrangers d'obtenir les documents officiels tchadiens alors que les nationaux peinent à les obtenir? Sinon, avez-vous en son temps apporté un démenti? Telles sont les préoccupations que je voudrais vous soumettre pour en avoir la clarification. Veuillez recevoir, Monsieur le ministre, mes distinguées salutations. Le député Ahmad Issa Badi. Donc, conformément à cet ordre du jour, j'invite Monsieur le ministre en charge de la Défense nationale et de la Sécurité de venir pour répondre à la question du député. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable Monsieur les députés, donc permettez-moi de vous adresser mes sincères remerciements et demander même votre indulgence pour les réponses cumulées que je voudrais apporter aux 3 questions de l'honorable député Ahmad Issa Badi. Comme vous constatez, toutes les 3 questions en fait sont relatives à l'Agence nationale des titres sécurisés, c'est-à-dire le fonctionnement de l'agence et les résultats. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur les députés, permettez-moi de faire un petit résumé sur l'agence elle-même avant de répondre les questions, en fait répondre question par question. Donc, il vous souviendra que le souci en fait du gouvernement de sécuriser notre système d'état civil, les titres de voyage et les autres composantes du système. Le gouvernement a opté en 2001 pour le système biométrique. Donc, comme Monsieur le Président, vous l'avez souligné dans la lettre, des contrats ont été signés avec des entreprises tantôt étrangères, tantôt nationales, mais les résultats escomptés n'ont pas pu être atteints. Donc ensuite, le gouvernement a créé l'ANAT, qui est l'Agence nationale des titres sécurisés, en 2016, qui est une structure dotée de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion orientée
vers un système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés, dont la mission essentielle est l'organisation, la tenue de l'état civil et les statistiques, la production de titres sécurisés, la gestion des usagers agents des administrations publiques et privées. Donc, après 3 ans que l'ANAT a passé par toutes ces étapes pour arriver à lancer officiellement le 21 janvier 2020 le premier passeport tchadien homologué par la CEMAC en date du 19 décembre 2019. En cette date, depuis cette date, les passeports ordinaires, les cartes d'identité nationale sont délivrées ici en N'Djamena dans 4 centres. Et nous avons aussi 7 centres ouverts dans les provinces, à Sar, Mundu, Pala, Mao, Mongo, Abécha, Amdiaras. Et nous avons aussi prévu d'autres centres seront ouverts très prochainement tant qu'en N'Djamena que dans les provinces. Donc au niveau de chaque centre, l'ANAT dispose des registres d'enrôlement des usagers qui reçoivent un numéro national d'identité en abrégé NNI, avec lequel le bénéficiaire peut accéder à tous les autres documents de voyage et les autres composantes sans autre forme de procédure. Les autres composantes du système, à savoir les permis de conduire, la carte grise, la carte de séjour, etc., sont aussi en phase de recettes pour être déployées très prochainement. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée, Messieurs les députés, donc, pour répondre question par question, voici la première question, quel est le changement apporté par l'ANAT? Donc, vous vous souviendrez, avant l'ANAT, nous disposons de passeports non biométriques avec cette installation de système intégré au niveau de l'ANAT. Nous avons aujourd'hui un registre national biométrique des populations unique et sécurisé et mis en place, qui est une source authentique et unique en matière d'identification des individus et de production de tous les titres de documents nationaux, que ce soit acte d'état civil, carte d'identité nationale, document de voyage, carte d'électeur, permis de conduire, etc. Avec la création toujours de l'ANAT, les dysfonctionnements liés à la délivrance sont évidemment aussi solutionnés. C'est-à-dire, avant l'ANAT, le seul lieu où nous pouvons délivrer des documents de voyage ou des cartes d'identité, c'était le commissariat central. Aujourd'hui, nous avons 4 centres ici en N'Djamena qui peuvent recevoir des usagers et leur délivrer des documents de voyage tout en être enregistrés dans le registre national. Aussi dans les provinces, ce qui est nouveau aussi, c'est un changement. Aujourd'hui, dans les provinces, vous pouvez émettre votre demande de titre, que ce soit passeport ou carte d'identité. Et aussi sur le plan social, sur le plan des prix. Lors de lancement, nous avons prévu normalement le document, le passeport à 115 000, mais sous les instructions ont été données au hiérarchie pour descendre à 60 000. Donc il y a un écart aussi de prix qui se produit après l'ANAT. Et ce qui est très important ici, c'est qu'il faut comprendre que au niveau de l'ANAT, ce n'est pas seulement les passeports ou les cartes comme qu'on le faisait avant, mais vous venez dans un centre, en premier lieu, c'est-à-dire on va vous prendre toutes vos informations, c'est-à-dire photo, empreinte, nom, prénom, tout, et on vous met dans cet registre, et on vous donne un numéro NNI, c'est-à-dire ce numéro va rester à vie pour vous. Avec ces numéros, vous pouvez avoir tous les documents, pas seulement les titres de voyage. Donc c'est ça ce qui est nouveau maintenant au niveau de l'ANAT. Et aussi, concernant la sécurisation, aujourd'hui, c'est l'une des passeports les plus sécurisés, j'allais dire, en Afrique. Parce que notre passeport n'est pas seulement un passeport biométrique sécurisé, mais nous avons la matière qu'on appelle carbonate, c'est-à-dire cette matière est seulement en Afrique, d'après les techniciens, c'est notre passeport le détient. Et cette matière ne permet pas aux autres de plastifier ou
faire en fait défaut sur nos documents de voyage. Concernant la deuxième question, comment justifiez-vous que plus de 3 ans après la création de l'ANAT, la situation pire que celle d'avant malgré la technologie avancée? Je voudrais ici rappeler qu'il faut faire la différence entre la création de l'ANAT et le lancement de systèmes. Donc l'ANAT a été créée certes depuis 2016, mais c'est seulement en date du 22 janvier 2020 que le système, on a pu lancer le système, c'est-à-dire la production du document, tout ça, ça a commencé à partir de 22 janvier 2020, pour justifier un peu les 3 ans. Donc cette phase, comme je le disais tout à l'heure, est bien fait de souligner, c'était pour une phase préparatoire pour des dispositifs techniques réglementaires. La situation n'est pas pure, parce que aujourd'hui, il y a une question, la troisième question nous permettra d'aller en détail, mais aujourd'hui, avec ces systèmes, nous sommes échappés à beaucoup de défauts. C'est-à-dire la situation avant, nos documents ne sont pas sécurisés. Aujourd'hui, nous avons des documents sur le plan sous-régional CEMAC, et aussi avec ces systèmes, nous ne produisons pas seulement les cartes ou les passeports, mais nous produisons tous les autres documents que nous venons de signer, et ces documents automatiquement aussi sont sécurisés. Donc pour dire que la situation n'est pas pure qu'elle d'avant, mais peut-être je vois la date où les questions ont été posées. Effectivement, lors de lancement, juste après le lancement de l'ANAT, nous avons constaté avec vous, moi-même j'ai fait les déplacements sur certains centres, il y avait eu un attroupement devant les centres et qui a alerté certainement l'attention de tout le monde. Donc aujourd'hui, après cette pandémie, nous avons arrêté les centres et nous venons de les relancer. Mais juste avant cette pandémie, la solution a été trouvée, parce qu'avant, quand un usager passe, il fait 2 fois, c'est-à-dire vous venez, on vous enrôle, c'est-à-dire on prend toutes vos informations, on vous donne un numéro d'identification, après vous passez à un autre poste pour faire votre demande de carte ou que ce soit du passeport. Mais les techniciens, après cette remarque, nous avons pu maintenant faire que vous venez une fois, on vous enrôle et en même temps, vous pouvez faire la demande de votre titre. Donc ce qui a fait qu'aujourd'hui, juste avant la fermeture de nos centres, dû à ces pandémies, on est arrivé à produire à peu près 500 passeports en 5 heures, dans tous les 6 centres. C'est-à-dire les 4 étaient opérationnels en N'Djamena. Sur les provinces, à ce moment, il y avait seulement 10 qui sont opérationnels. Donc, ça veut dire, la première semaine, nous avons constaté un lenteur et puis il y avait un attroupement. Peut-être la question fait peut-être allusion à ces difficultés, mais je voudrais rassurer qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où nous pouvons produire très facilement beaucoup de documents en quelques temps. Concernant la troisième question relative aux informations de la RFI, donc, honorable député, la question de sécurisation de nos documents d'identité et d'autres documents officiels certainement préoccupe constamment le gouvernement. L'information du 6 décembre dernier relayée, comme vous avez relevé par la radio France Internationale, selon laquelle des individus de nationalité nigérienne soupçonnés d'appartenance à la secte terroriste qui se trouvaient à la frontière Tchad-Soudan ayant leur possession de passeports tchadiens constitue pour nous une information. Cette information dont le but ultime consiste à jeter le discrédit sur nos documents officiels et tenir de surcroît l'image de notre pays, nous l'avons aussi appris, comme vous avez, à travers les ondes de radio étrangères. Néanmoins, il importe de reconnaître que les terroristes sont des criminels
transnationaux qui agissent en violation du droit international. Ces criminels invisibles, pour des objectifs inavoués et destructeurs, sont susceptibles de produire avec des moyens technologiques des documents falsifiés appartenant à tous les pays de la planète. Je voudrais ici dire que ce n'est pas forcément qu'on trouve un document sur des terroristes ou d'autres, que le terroriste a eu accès à notre document. Non. Aujourd'hui, le terrorisme peut même produire des passeports. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, avec notre nouveau système, je disais tout à l'heure qu'il est impossible qu'on peut produire le passeport actuel. Donc je pense qu'avec le lancement de ces systèmes, c'est aussi pour éviter ce genre de pratiques. Et comme formulé dans les questions, les cas des États-Unis, c'était la même chose. Mais aujourd'hui, avec notre nouveau système biométrique sécurisé de documents de voyage, nous pouvons éviter ce genre des attaques ou des accusations. Donc, au regard de ces menaces sécuritaires, il est de notre devoir en tant que l'État de faire face au terrorisme ayant des frontières communes avec des pays touchés durablement par ces phénomènes et de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de sécuriser nos documents officiels de voyage. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, il convient de rappeler que l'un des objectifs assignés à l'ANAT est de barrer la route aux éventuels trafiquants, faussaires et falsificateurs qui disposent des moyens technologiques leur permettant de produire de faux documents. Autrement dit, nous allons investir davantage et mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité juridique de nos documents officiels. Donc voici en quelques lignes les réponses que j'apporte aux préoccupations, aux questions posées par le député Ahmed Issa Badi relatives à la gestion et aussi à la production de nos documents par l'agence de titres sécurisés. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée. Très bien. Monsieur le député, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux éléments de réponse apportés par le ministre en charge de la Défense nationale? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vraiment remercier Monsieur le Ministre pour ces quelques éclairages par rapport à mes questions. Et on espère vraiment que l'ANAC prendra son envol. Mais je ne suis pas très satisfait si, avec les passeports et cartes d'identité nationale, ce n'est pas les deux seulement qui font des titres sécurisés, il y a encore autre chose. Même si nous parlons de ces trois documents, il y a dans un passé récent, pour les obtenir, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Et parfois, ça se délivre même en cachette et à des prix exorbitants. Ça, vous êtes d'accord avec moi? L'Agence nationale des titres sécurisés, vous l'avez dit, créée en 2016 pour alléger la souffrance des demandeurs. Mais 2016, vous n'avez pas expliqué, vous n'avez pas été en profondeur. Pourquoi est-ce que depuis 2016, il faut attendre seulement janvier 2020 pour que l'ANAC soit opérationnelle? Elle a commencé à délivrer les passeports et les cartes nationales d'identité seulement. Pourquoi pas les permis de conduire? Vous n'avez pas parlé de permis de conduire. Pourtant, les citoyens ont payé ces permis de conduire. Il y en a qui ont depuis 4 ans, 5 ans. Et jusqu'à là, ils ne circulent qu'avec des autorisations provisoires. Là, j'ai un exemplaire ici, autorisation provisoire, que vous circulez avec depuis 4 ans, 5 ans. Ensuite, des centaines de citoyens ont payé pour leur engin des cartes grises. Par manque de ces valeurs, on leur délivre des autorisations provisoires de circuler
qu'on renouvelle à chaque fois que le délai arrive à expiration. On renouvelle, ça fait plusieurs fois. Parfois, on vous renouvelle, c'est pour 1 an. Et vous oubliez, quand c'est arrivé à expiration, vous oubliez, et quand vous tombez entre les mains de la police, c'est de l'arnaque. Parfois, quand c'est illisible, c'est aussi de l'arnaque, parce que là, j'ai également une carte grise. Vous voyez, c'est une carte grise délivrée depuis l'année dernière. Et 1 an après, il faut aller, on vous dit de revenir, vous voyez. Pourquoi? Pourtant, les gens ont payé. Depuis 4 ans, 5 ans, et ils n'arrivent pas à entrer en possession de ces documents. C'est qu'il y a un problème. Monsieur le ministre, l'autre problème, c'est que vous avez dit que ces documents vont être disponibles. Mais comment va se faire la distribution? Est-ce qu'il faudrait repartir? Il faut commencer par ceux qui ont payé depuis 4 ans, 5 ans et revenir, ou bien comment vous allez le faire, ou bien les nouveaux. Parce que ça, c'est aussi un problème. Quelqu'un qui a payé 4 ans, depuis 4 ans, il attend et maintenant on dit que c'est disponible. Vous allez commencer par ceux-là, ou bien vous allez continuer avec les nouveaux. Ça, c'est aussi un autre problème. Ensuite, monsieur le ministre, si nous prenons l'ANAT, quelles sont les différentes catégories de personnel qui y travaillent? Est-ce que c'est des contractuels, des fonctionnaires de l'État? Parce que là, pour la délivrance de ces cartes nationales d'identité, avant c'était le commissariat qui le faisait. Est-ce que maintenant ce sont ces agents de police qui sont détachés dans ces centres de gestion, ou bien c'est d'autres fonctionnaires? Je voudrais vraiment avoir des explications par rapport à ces questions-là. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, président. Très bien. Monsieur le ministre en charge de la Défense, quelques questions de précision. Micro, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président de l'Assemblée. Je vais vite, comme vous l'avez dit, revenir sur les questions. Donc, concernant pourquoi depuis 2016, l'ANAD a été créée, et c'est seulement en 2020 qu'on a pu lancer. Je voudrais, certainement, j'ai évité les détails, mais c'est pour vous dire que l'ANAD, c'est une agence, l'État l'a créée. Et après, il a fait des contrats avec des entreprises pour l'installation de ces systèmes. Pour installer ces systèmes, certainement, ça a pris presque 2 ans ou 3 ans. Et je sais aussi, à un moment, il y a eu un problème aussi qui a fait un retard entre le gouvernement et les partenaires eux-mêmes. Parce qu'au début, c'est en début 2017 que le contrat a été signé avec une entreprise française. Et par la suite, l'État a réduit en fait le montant. Et ça fait un peu de retard. Mais de toute façon, moi j'ai vu le cahier des charges. Les 2 ans et demi, c'était normal. Parce que cette partenaire, en fait, cette entreprise, a installé des machines ici en N'Djamena et en province. La construction même du centre, vous voyez, le grand bâtiment a été construit. Donc tout ce temps est dans leur cahier de charges. Donc l'agence a été créée, mais les travaux des installations et aussi les mises en place des systèmes, les connectivités en fait des systèmes avec les provinces et les commandes aussi des passeports vierges, tout ça entre dans cette période-là. Les commandes des cartes, en fait les passeports vierges, des cartes vierges. Donc il y a eu beaucoup de missions. Donc je voudrais vous dire que c'est pas seulement en créant l'ANAT qui doit être opérationnel. C'est normal qu'il y a des travaux qui ont été faits, qui a duré presque 3 ans. Et à la fin, aujourd'hui, comme vous avez posé en deuxième lieu, en janvier, on était prêt à faire les passeports et les cartes. Par exemple, normalement les cartes étaient un peu plus avant, au mi-2019, mais nous avons bien voulu qu'on les fasse ensemble, les passeports et les cartes, on l'a lancé, mais aujourd'hui, même les cartes grises, je pense que c'est prêt. Et le permis les cartes de séjour sont prêtes. Et je pense qu'ils ont déjà commencé à tester et c'est presque prêt. Mais ce qu'il faut aussi reconnaître, monsieur le député, c'est qu'aujourd'hui, l'ANAT, c'est une structure qui produit les documents sécurisés.
Mais certains services ne comptent pas. Par exemple, vous parlez de carte grise. Carte grise, c'est le ministère de Transport. Il a ses services avant, il produit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons installé des machines au niveau des services au ministère des Infrastructures, c'est-à-dire dans les services des mines. Toutes les procédures doivent passer comme avant, c'est-à-dire quand vous faites votre carte grise ou votre permis de conduire, vous allez passer par toutes les étapes. À la fin, quand vous venez à la production, maintenant on produit un document sécurisé. Mais ce travail ne le compte pas l'ANAT, c'est-à-dire avant. C'est-à-dire quand vous payez, vous allez trouver un document sécurisé et l'ANAT doit placer des structures au niveau du ministère des Transports. C'est valable pour les autres. Vous avez aussi parlé des gens qui ont payé des années et des années. Je ne sais pas si vous faites allusion au passeport, vous faites allusion aux carte grise, mais pour les passeports, nous avons aussi été affrontés lors de notre dernier conseil d'administration au niveau de l'ANAT sur des gens qui ont payé, par exemple, des passeports sur des prix, avant les 60 000, mais qui n'ont pas eu leurs documents et le système a basculé maintenant dans le nouveau système. Et ça, nous avons mis un comité en place pour recenser ces gens-là et orienter ce qu'ils ont payé vers l'ANAT et que l'ANAT doit leur produire des passeports, le nouveau passeport sécurisé. Votre préoccupation sur le retard, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, au début c'est vrai, il faut aussi reconnaître que la population aussi au début, tout le monde s'est levé en un seul jour pour avoir le document. Nous avons constaté ça. Maintenant aujourd'hui, nous recensons, juste avant la fermeture de nos centres à cause de ces pandémies, nous avons constaté que le rythme a évolué. Vous partez dans certains centres, vous trouvez moins de personnes qu'avant, et puis la production aussi a augmenté la vitesse, comme je disais, j'expliquais tout à l'heure, par rapport aussi à un aménagement technique qui a été fait, c'est celui de ne pas faire attendre longtemps la personne, c'est-à-dire l'usager. Avant, il s'est fait enrôler 2 fois, aujourd'hui une seule fois, et il peut demander en fait son titre. Vous avez posé en dernier la question, quels sont les types de personnel Oui, il faut aussi savoir, comme je disais tout à l'heure pour le ministère des Infrastructures, au niveau de la sécurité aussi, c'est-à-dire la demande de documents. Ça commence au niveau de la police. C'est-à-dire quand vous voulez avoir une carte d'identité ou un passeport, c'est les mêmes services. Nous avons des services d'immigration, nous avons des services de direction des cartes. Vous passez, il y a une comité composée des gens de tous les services police pour vérifier vraiment la personne a le droit d'avoir un document tchadien. C'est après cette validation qu'on entre dans la phase maintenant d'enrôlement et de production de documents. Et comme nous avons installé la plupart de nos centres dans des commissariats et dans des lieux publics, aujourd'hui, les policiers qui étaient formés avant dans l'ancien système pour enrôlement sont repris au niveau de l'ANAT. Ils ont aussi d'autres personnels de formés, on appelle ça des enrôleurs, c'est-à-dire des gens qui savent rapidement enrôler les personnes, et aussi des personnes, des policiers qui sont au niveau des centres, là où on imprime les cartes pour contrôler, on appelle des superviseurs. Donc, en un mot, nous avons des personnels civils, en fait, formés. Nous avons les policiers qui sont formés, ils sont détachés à l'ANAT. Nous avons aussi d'autres cadres, c'est-à-dire si la direction peut faire appel d'autres cadres dans d'autres ministères qui sont utiles en leur faisant un détachement ou dans ces services. Donc, ce sont les 3 types de personnel aujourd'hui la direction générale de l'ANAT emploie. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Merci. Oui, je pense, monsieur le député, après cette intervention du ministre, je pense que nous allons passer à l'ouverture de la discussion générale. Demander aux
député Kebzabo d'intervenir. Ou bien le député Kebzabo n'est pas là? Comment? Il y a une urgence. Très bien. Nous allons donc demander au député Moussa Kadam d'intervenir, puisque le député Kebzabo est en urgence. Ou bien, vous voulez intervenir maintenant? Très bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour les explications que vous avez données. Je voudrais intervenir sur certains aspects sur la délivrance des documents. Le député auteur de la question a bien dit que c'est un devoir pour l'État de mettre ces documents à la disposition des citoyens. Et il y a là un problème d'abord au niveau du prix. Certes, il y a eu un petit rabais de 20 à 30%. Un passeport à 60 000 francs, c'est cher, Monsieur le Ministre. Il ne faut pas qu'on prenne le passeport comme étant une source de revenus pour l'État. Non. Ce n'est pas du tout une source de revenus. Il faut que ce soit un document qui soit accessible à la population. Donc c'est un droit pour la population d'avoir un passeport. Ce n'est pas un privilège quelconque qu'on lui accorde en lui donnant le passeport qu'il demande. Donc c'est pour ça que, par rapport au prix, je souhaiterais que dans la prochaine loi de finances, qu'on aille jusqu'à diviser peut-être le prix actuel par 2 encore, pour permettre vraiment aux citoyens de se déplacer. Je ne sais pas, maintenant, on a le cas particulier des pèlerins. À l'époque, les pèlerins avaient un passeport spécial. Peut-être que cela coûterait cher avec la biométrie actuelle. Et c'est tout à fait anormal de délivrer un passeport à quelqu'un qui ne l'utilise qu'une seule fois. Je ne sais pas si c'est quelle disposition on peut mettre en place pour y pallier. Maintenant, on a évoqué aussi la question de discrimination par le service. Monsieur le ministre, j'espère que dorénavant, le passeport tchadien ne va pas se retrouver n'importe où. Vous savez très bien de quoi je parle. Notre passeport s'est baladé dans le monde pour se retrouver dans des mains indues, parfois sur des fronts de bataille. Ça n'honore pas notre pays. Mais dans le même temps, certains Tchadiens qui y ont droit quand ils vont dans les services pour se voir délivrer un passeport ou parfois une carte d'identité s'entendent dire par les agents qui ne sont pas Tchadiens. Au faciès comme ça, on détermine que toi, tu n'es pas Tchadien. Surtout quand on lit que tu es né à tel endroit ou à tel autre, pour peu que ça soit vers une frontière quelconque, tout de suite on renvoie des citoyens en leur disant qu'ils ne sont pas Tchadiens. Ce n'est pas une invention, c'est une chose réelle. Quelqu'un qui a ses papiers officiels, qui a son acte de naissance et tout, qui est né dans ce pays, qui a grandi ici et qui s'entend dire qu'il n'est pas Tchadien, c'est très grave, surtout quand on sait que par ailleurs, d'autres qui ne sont pas Tchadiens, notoirement connus, disposent de papiers officiels tchadiens, disposent de passeports tchadiens. Donc ça, c'est un problème de frustration qui demande à être réglé. Maintenant, pour ce qui concerne les centres de production de passeports et de cartes d'identité, c'est vrai, vous dites qu'il y en a 4 à Djamena, il y en a 7 en province, ils ne sont pas fonctionnels. Ils ne sont pas fonctionnels, Monsieur le Ministre. Il ne faut pas que quand les gens entendent cela, qu'ils pensent que... Non, ce qu'on est en train de dire, c'est sur les faits. Nous avons des citoyens qui nous interpellent en nous disant qu'on dit qu'on peut avoir son passeport ou sa carte d'identité en allant à tel ou tel endroit. On y va, ce n'est pas fonctionnel. Donc je voudrais vous encourager à faire en sorte que très rapidement,
on puisse être comme dans les autres pays. On n'a pas besoin, même 7 centres, comme vous l'avez dit, c'est peu. Il faut même peut-être que par province, peut-être même on peut aller plus loin. Il faut que la délivrance d'une carte d'identité ou d'un passeport soit un acte vraiment banal pour que un citoyen ne puisse pas en souffrir. Et qu'il ne souffre surtout pas de cela par la corruption aussi des agents. C'est l'autre aspect qu'il faut que vous sachiez et dont je pense que vous avez certainement des informations là-dessus. En effet, Monsieur le ministre, malheureusement pour nous, la corruption est entrée aussi dans le système. Et au-delà de 5 000 ou de 60 000, on débourse nettement plus pour avoir les documents officiels. Et ce n'est pas normal. Je ne sais pas comment on peut arriver à assainir ce secteur-là qui est pourri, comme vous me direz, comme beaucoup d'autres secteurs au Tchad. Mais à ce niveau-là, quand même, je crois qu'il faut essayer de faire en sorte que la corruption qui sévit dans les services de délivrance des documents officiels s'arrête. En soumettant cela à une agence, on pensait justement que l'agence va sortir un peu de ce système pour se mettre en retrait et faire son travail normalement. Pour le reste, Monsieur le ministre, je pense que si on doit s'arrêter à la question des éditions de documents, on peut ne pas aller plus loin. Mais Monsieur le Président, est-ce qu'il nous est autorisé de sortir de cette question-là pour profiter de la présence du ministre afin de lui poser des questions d'ordre sécuritaire? Écoutez, avec votre permission, quand votre question orale reviendra, vous avez amplement le temps. J'ai lu, il y a beaucoup de questions là-dedans, d'ordre sécuritaire. Donc vous me recommandez d'être patient. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Comme tout à l'heure, j'ai demandé au député Moussa Kadam d'intervenir. Allumez votre micro. Il y a quelqu'un qui a allumé quelque part. Voilà, c'est bon. Bien, je dis que dans 2 semaines, nous reviendrons sur la ratification d'une ordonnance sur l'état civil en République du Tchad. Mais je voudrais justement en profiter un peu pour que le ministre nous dise jusqu'où va la réforme qui est entreprise actuellement. L'article 41 de la Constitution dit que la famille est la base naturelle et morale de la société. L'État et les collectivités autonomes ont le devoir de veiller au bien-être de la famille. Alors, l'état civil, Monsieur le Président, est le mode de constatation des principaux faits ou actes intéressant l'état des personnes dans le pays. C'est l'article 2 de la loi 08/PR 2013 sur l'organisation de l'état civil. Donc, ce qui est posé comme problématique aujourd'hui, c'est des titres sécurisés pour usagers. C'est pas, tous les parents ne vont pas demander un passeport. Tous les parents, au jour le jour, ne vont pas demander une carte d'identité. Tous les parents ne vont pas demander un permis de conduire. Dans ces conditions, il s'agit bien en amont de l'enregistrement de la naissance, des mariages et des décès, entre autres, qui constituent l'état civil. Et si les choses sont tellement bien faites et organisées au niveau des communes, des arrondissements, et qu'il y ait des officiers d'état civil, même dans l'armée, il y a des officiers
militaire chargé de l'état civil qui enregistre au quotidien et qui délivre des actes transcrivant l'état des personnes. Alors, j'entends dire qu'il y a un numéro d'identification unique, qu'il y a un registre d'identification et que le citoyen dispose d'un numéro unique. Alors, Monsieur le ministre, il semble qu'il y a quelques accros au niveau de la gestion de tout ce qui concerne les actes de naissance, parce que c'est de cela. Parce que si un acte de naissance est bien établi, il vous dit immédiatement la nationalité de l'individu, du citoyen, et en même temps, ça vous permet immédiatement de lui produire une carte d'électeur dès lors qu'il atteint sa majorité, et une carte d'identité qui est disponible. Il n'a pas besoin de la lui demander, mais elle est disponible moyennant peut-être paiement de quelque chose. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'accent est focalisé sur les passeports sécurisés, les cartes d'identité, que sais-je, les permis de conduire, mais l'état civil, monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quels sont les partages aujourd'hui des tâches au niveau des services qui dépendent du ministère de l'administration du territoire et qui aujourd'hui sont reconnus dans l'établissement des actes de naissance, des mariages, des actes de décès, etc. Sans compter qu'au niveau du ministère de la Santé, c'est au niveau des maternités que sont transcrites les naissances. D'ailleurs, c'est celles-là ces actes-là, ce sont ceux-là qui font foi pour l'établissement d'un extrait de naissance. Alors, entre registres d'état civil qui sont connus aujourd'hui et qui sont disponibles dans les sous-préfectures, dans les préfectures, dans les communes, et le registre d'identification dont vous parlez, à terme, comment faire pour que, au niveau du chef du village, qui doit transcrire toutes les naissances du village, sommet au niveau du canton, au niveau de la commune et au niveau de la province, etc., comment faire en sorte que, parce que l'état civil, la citoyenneté, ce n'est pas la bousculade uniquement parce qu'on veut un passeport pour voyager. C'est tout ce manque que connaissent les Tchadiens en matière d'actes de naissance et de mariage. Et d'ailleurs, on a beau enterrer nos morts, l'état des décès n'est jamais dressé, et en termes de recensement général de la population, il y a là un certain nombre de choses qui devraient être tout à fait réorganisées totalement si on tient à savoir, et si on veut vraiment faire des plans de développement et des projets, mais sans cette base-là de la comptabilisation de la population, des citoyens, y compris les classes d'âge et tout ce qu'il y a, comment on peut vraiment trouver un engouement dans ce qui, à terme, quand les gens qui ont besoin d'un passeport auront pris leur passeport, ça s'arrête là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est rare parce que tout le monde veut avoir un passeport à la fois, mais je suis sûr que les actes de naissance, au quotidien, dans les villages, c'est un besoin élémentaire, mais en même temps essentiel. Voilà un peu, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député Moussa Kadam, le député Ali Kolotouche Jaime. Micro. Monsieur le Premier vice-président, votre micro.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier notre collègue qui a interpellé le ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, qui nous donne aujourd'hui l'occasion de nous exprimer. Monsieur le Président, toutes mes préoccupations ont été prises en compte dans les deux interventions qui ont précédé. Profitant de ces deux interventions, je voudrais poser des petites questions. Monsieur le ministre, mon collègue de derrière, président Kebzabo, vous a dit avoir le passeport, ce n'est pas un luxe. Donc il faut tout faire pour que les centres de délivrance soient plus proches de la population. Nous sommes tout à fait d'accord, il faut se déployer tous les efforts pour que les Tchadiens aient aux centres les plus reculés avoir leur passeport. Deuxièmement, nous connaissons bien avant les centres principaux qui sont au niveau des autorités administratives, qui sont les sous-préfets, les préfets, et les centres secondaires au niveau des chefs traditionnels, jusqu'au chefs de village, qui sont plus proches des populations, de leurs administrés. Les citoyens se rendent directement chez le chef de village, chez le chef de canton. On lui délivre d'abord l'acte de naissance. Avant l'acte de naissance, nous avons des centres de santé dans lesquels, quand l'enfant est né, on lui délivre le bulletin de naissance. Après le bulletin de naissance, acte de naissance, passeport, tout ça, maintenant, vous avez créé une structure qui englobe toutes ces pièces d'identité. Donc, est-ce que toujours ce sont les autorités administratives qui délivrent des concerts avec les autorités sanitaires en place, les bulletins de naissance, les actes de naissance, ou bien c'est toujours l'ANAT avec les succursales qui sont déjà en place dans les provinces ou dans les départements qui vont prendre en compte les actes de naissance et les bulletins de naissance pour mieux les sécuriser. Mais ce qui interpelle un peu l'esprit, la demande elle est très forte par rapport à l'offre qui est présentement. Il y a un des collègues qui a dit qu'il faut dans les chefs-lieux de province, de départements et de communes, ces centres de délivrance de cartes d'identité et autres sont vraiment plus que nécessaires. On sait que les moyens sont limités, mais nous, en tant que représentants du peuple, nous demandons toujours la facilité à nos populations. J'aimerais que vous allez mettre un accent particulier pour que, comme je vous ai dit tantôt, que ces centres de délivrance de différentes cartes soient plus proches des populations. Mais moi, j'ai un autre problème. Comment tout est de cartes sécurisées ou bien des titres sécurisés? Les cartes d'électeurs est une carte bien sécurisée, mais quelle est votre collaboration de l'ANAT avec les centres de recensement électoral ou des populations? Quel est votre lien de collaboration? Autre chose, toujours mes prédécesseurs ils ont pris en compte, mais d'une manière partielle. Mais est-ce que tous les passeports qui sont indûment délivrés et qui fait l'objet de beaucoup de bruit à travers le monde, avec les services spéciaux, avec les services concernés, avec le ministère des Affaires étrangères, vous-même, est-ce que vous avez pu intégralement récupérer tous les passeports qui sont indûment délivrés? Donc, Monsieur le ministre, pour revenir et demander fortement votre intervention pour que les centres de délivrance des cartes soient
vraiment multiplier au fin fond des villages pour que les gens aient facilement leur carte sans tracasserie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président du groupe parlementaire MPS. Moi, j'ai effectivement une question par rapport à l'interrogation du premier vice-président. Quand l'enfant vient au monde, on donne un bulletin de naissance. Et ensuite, je crois, on lui délivre un acte de naissance. La question que je voudrais savoir, un peu comme le premier vice-président, quel est le mode opératoire qui se met en place, quel est le mécanisme qui permet aussitôt de prendre en compte cette naissance-là dans les titres sécurisés, parce qu'en fait, il faut sécuriser aussi ce document d'état civil. Est-ce qu'il est vraiment sécurisé dans le vrai sens, ou bien vous attendez à ce que la personne grandisse et le moment venu, lorsque la personne vient pour demander une carte d'identité, avant de commencer à lui donner un numéro d'identification, c'est comme ça que vous l'avez appelé, Monsieur le ministre, un numéro d'identification nationale et ainsi de suite. La question, est-ce que on peut donner ce numéro-là plus tôt, ou bien c'est juste au moment où la personne vient pour demander un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire que vous donnez en tout cas ce numéro-là? Est-ce que ça serait pas bon que lorsque quelqu'un vient au monde, il a déjà un acte de naissance, qu'il ait déjà son numéro d'identification nationale? Comme ça, lorsqu'il grandit même, en allant à l'école, il sait que voilà avec cet acte de naissance, avec ce numéro, qu'il peut tout obtenir. Hein? Donc, c'est un peu cette question-là que je voulais vous poser avant de vous donner la parole. Vous avez la parole. Oui, sur place. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Donc, pour ces questions pertinentes, pour nous, c'est une occasion, en fait, de mettre toutes ces informations à la portée de nos concitoyens, parce que depuis que certainement l'ANAT a été lancée, nous nous concentrons, les gens posent question seulement pour des documents de voyage, et c'est comme certains d'entre nous l'ont souligné, c'est pas la priorité logiquement, parce que c'est pas tout le monde est censé à voyager ou tout le monde doit avoir un passeport. Donc la priorité numéro 1 de l'agence normalement, c'est enrôler toute la population. C'est-à-dire la priorité, c'est que tous les Tchadiens doivent être dans ces centres, dans ces registres électroniques, que tout le monde ait un numéro, en fait, un NII. Et si aujourd'hui le projet, en fait, d'état civil a été revu, vous allez voir dans les détails lorsqu'on va venir peut-être défendre, on a pris en compte tous ces, c'est-à-dire comment la personne, dès la naissance, peut être directement enregistré électroniquement dans le système. Et c'est pour cette raison que le système prévoit maintenant des machines, beaucoup de machines portables, et dans nos textes, c'est-à-dire l'ANAT, c'est vrai, c'est une institution qui est sous le ministère en charge de la sécurité, mais c'est une institution transversale, qui travaille avec les mairies, qui travaille avec, comme je disais tout à l'heure, le ministère des Transports, c'est-à-dire l'ANAT, sa mission, c'est comment sécuriser les documents. Donc, et aussi, je voudrais aussi dire que c'est déjà clair que les actes de naissance sont gratuits aujourd'hui à l'ANAT. Donc, ça, parce que j'ai commencé par ça, c'est une question très importante que même pour nos concitoyens, parce qu'au début, comme je disais tout à l'heure, quand nous avons mis en place les centres, les services sont beaucoup concentrés, ils attendaient que les gens viennent, même ceux qui ont des passeports, normalement ils viennent s'enrôler pour être dans le système et avoir un numéro NNI. Malheureusement, ce que j'ai constaté, que les gens qui viennent, c'est seulement pour avoir un titre de voyage, une carte ou un passeport. Personne ne vient, normalement, toutes les personnes qui ont des anciens passeports ou des vieilles cartes doivent venir s'enregistrer et se mettre
dans le nouveau système, avoir un numéro NNI. Donc, pour dire que l'objectif n'est pas seulement viser les personnes qui ont besoin de titres de voyage. Pour les questions, je reviens aussi les questions relatives au prix posé par ce député Saleh, c'est celui des 60 000. Je suis tout à fait d'accord qu'en voyant même dans les autres pays que 60 000 c'est cher. Mais c'est un processus, dans ce que j'ai vu dans le business plan de l'ANAT, progressivement les passeports doivent, le prix doit être baissé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans les 60 000 ou les 75 000 qu'on a mis au début, c'était comment en fait reprendre les investissements qui ont été faits pour l'installation. Sinon, les passeports vierges, ça coûte moins cher. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, sur le business plan, dans 2 ou 3 ans, c'est comment faire revenir les investissements faits. Et à la fin, nous allons certainement avoir un passeport à 20 000 ou, je sais pas, 25 000. Mais le gouvernement, surtout avec l'appui de l'Assemblée, peut peut-être changer de don, c'est-à-dire passer seulement un prix raisonnable sans tenir compte des investissements faits. Donc, je prends note. Je dois aussi présenter au gouvernement pour que ces préoccupations soient prises en compte et c'est faisable. Donc, à mon avis, c'est faisable parce que le passeport vierge, ça coûte moins cher. Donc, si aujourd'hui nous arrivons jusqu'à 60 000, c'est tenir compte des investissements faits et tout ça. Donc, ça, l'État peut prendre à son dos et peut-être revenir le passeport moins cher. Concernant le nombre de centres, là aussi, je disais tout à l'heure que nous avons à l'ouverture 4 centres en N'Djamena et puis 7 dans les provinces. Maintenant, dans le budget 2020, je pense qu'il y a encore 2 centres en N'Djamena et aussi 4 dans les provinces. J'ai constaté aussi avec le lancement que la demande est forte en N'Djamena. Aujourd'hui, les retards, comme M. le député Saleh l'a précisé, c'est vrai, au début, nous devrons lancer tous les centres ensemble dans les provinces, mais quand je me suis rendu compte qu'en N'Djamena c'est bouché, on a retardé l'ouverture des centres dans les provinces et nous avons consacré tous les techniciens ici en N'Djamena et nous avons augmenté le nombre de postes dans les centres 4 existants, ce qui a fait un retard sur les ouvertures des provinces. Aujourd'hui, je pense qu'on est à 4e ouverture, les derniers, les 4 sont maintenant opérationnels et les autres aussi, je pense, dans les jours après la pandémie, nous avons fermé les centres. Aujourd'hui, on a déjà commencé à y rouvrir, donc certainement nous allons aussi s'investir pour que les autres aussi doivent être opérationnels dans les provinces. Concernant les passeports qui sont en dehors du pays. Pour les passeports diplomatiques, nous avons déjà pris un acte pour décanceller, c'est-à-dire ils sont plus, on a donné une période d'1 année, d'ici en fait fin 2020, tous les anciens passeports ne seront pas valables, pour donner le temps aux diplomates ou d'autres d'avoir les nouveaux passeports, parce que nous avons déjà normalement un nombre suffisant pour les personnes qui ont droit au passeport diplomatique. Les passeports ordinaires, on n'a pas encore fixé l'année, c'est parce que nous voyons maintenant les étudiants, des gens qui sont en dehors du pays et qui vont rentrer seulement après la fin de leurs études et tout ça. Donc on est en train de réfléchir pour donner une période raisonnable pour que tous les anciens passeports, mais pour l'instant les passeports, les passeports ordinaires travaillent pour l'instant, ils n'ont pas une durée, mais comme on a déjà arrêté la production, chaque fois s'il y a une demande de passeport, c'est le nouveau passeport qui prend le terrain, donc au fur et à mesure nous pensons que nous allons gagner le terrain. Oui, concernant j'ai déjà peut-être commencé par ça, le premier vice-président a longuement échangé sur ça, c'est une préoccupation légitime, c'est celui de voir
dans la durée, c'est-à-dire comment le nouveau système gagne le terrain, pas seulement courir derrière les événements, c'est-à-dire courir de ce qui est existant, mais comment maintenant, dès la naissance, que les gens peuvent être directement être dans ces registres électroniques et avoir des numéros NNI. Donc, normalement, sur le plan technique, l'ANAD a prévu tout ça. On est en train de voir avec les différents services concernés pour maintenant comment être effectif sur le terrain. Et c'est pour cette raison, vous voyez dans nos textes, il y a un comité que les communes, on est en train de réfléchir aussi les chefs de village, tout ça impliqué comment que s'il y a un nouveau-né, peut avoir directement un enregistrement électronique dans le registre pour avoir un numéro NNI. Et aussi pour la base de données existante. Parce qu'on est très prudent, sinon, parce que nous avons l'ancienne base, on peut tout de suite prendre et intégrer dans le système pour donner un numéro NNI. Mais nous avons bien voulu que pour ne pas tomber dans les erreurs, qu'on enrôle physiquement les personnes. Et c'est pour cette raison nous pensons, l'ANAD a déjà programmé, si ce n'est pas ces pandémies, de faire une campagne de sensibilisation pour enrôler dans toutes les provinces une grande campagne de sensibilisation pour qu'on enrôle physiquement toutes les personnes. Donc ce projet normalement est déjà prévu dans le plan d'action en fait 2020 de l'ANAD, mais compte tenu des pandémies, toutes ces activités sont ralenties. Mais pour dire que c'est une préoccupation aussi de l'ANAD et que nous sommes en train de prendre en compte pour que moi, le plus tôt, comment nous pouvons mettre dans toutes ces personnes dans la base de données pour avoir des numéros NNI. La question de corruption a été posée aussi. Je pense sur ce point, une fois, je vais faire un point de presse aussi au niveau de la télé et tout ça. Parce qu'au début, quand nous avons installé les systèmes, il y avait ce qu'on appelle les fiches où vous allez les fiches d'enrôlement que nous avons laissées dans les mains des policiers, dans les mains des usagers.